Bonsoir et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Vraiment à vous qui êtes là, qui avez la chance d'être là dans cette splendide ferme du Biérot, je ne dois plus faire l'article, hein. Et à vous qui nous regardez de beaucoup plus loin, parfois de très très loin. Vous nous faites très très plaisir en nous envoyant de temps en temps un petit mot, votre réaction, qui vient parfois d'Amérique latine, des États-Unis, du Canada. Enfin, c'est très très gai de savoir que nous sommes là une grande communauté qui est en train de vivre cette vigile pascale en direct et à la ferme du Biérot et derrière de multiples petits écrans. Nous avons la toute grande chance, vraiment, et c'est un privilège, d'accueillir Elina Dumont. Nous sommes très touchés par sa présence. Merci Elina. J'aurai largement l'occasion, on a 1 heure devant soi, hein, de te présenter, de faire connaissance d'ici quelques minutes. Oui. Mais tu me permettras et vous me permettrez de saluer, bien sûr, comme chaque soir, nos muses et nos musiciens. Vous devinez, vous mesurez leur performance. Vous n'imaginez peut-être pas l'immense travail que ça représente en coulisses pendant des semaines et des semaines pour les quelques dizaines de minutes que nous allons vivre ensemble. Je peux en dire tout autant de nos amis des fleurs. Si vous avez suivi l'évolution florale de jour en jour, jeudi, vendredi, samedi, c'est chaque jour repris à neuf et c'est chaque jour une nouvelle interprétation à partir des fleurs de base. Je trouve ça formidable, cette création liturgique, florale. Bienvenue évidemment à notre magnifique équipe du Biérot, sans laquelle vous au loin vous n'auriez pas des représentations d'une telle qualité, et nous ici nous avons une qualité sonore, une qualité d'image qui nous met très à l'aise et qui nous fait très très plaisir. Et merci bien sûr, c'est celle qu'on voit peut-être le moins en coulisses, un peu à la librairie, c'est l'équipe du Prieuré avec Patricia, avec tous nos amis du Prieuré, avec Olivier, avec Sophie, qui nous ont préparé, et là aussi, depuis de très très longues semaines, cette Semaine Sainte. C'est grâce à elles toutes, grâce à eux tous, nous sommes ici ce soir pour célébrer le 3e volet d'un thème qui nous a accompagnés tout au long du chemin, tout au long de l'année, qui est le thème de la promesse. Nous avons eu la promesse du jeudi, celle du vendredi, mais aujourd'hui, la promesse du samedi, vous allez voir à quel point elle est assez exceptionnelle, d'autant plus exceptionnelle qu'elle commence par un chant que nous aimons beaucoup dans notre petite équipe, et il s'agit non pas seulement d'un homme debout, mais nous allons le revisiter ce soir, puisqu'il s'agira aussi d'une femme debout. Claudio Capeo. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, de squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vois passer quand je suis assis, vous êtes debout, pressé, j'apprécie un petit regard, un petit sourire. Peu prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci
bien pour la pièce. En ce moment c'est dur, je le confesse. Moi je veux m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir en toi une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais comment faire à part l'ivresse comme futur? Et les promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. C'est sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Là, c'est presque Elina. Elina, tu es aujourd'hui vraiment une femme debout, même si nous sommes un peu assis provisoirement, après un long combat que tu racontes dans ton livre « Longtemps j'ai habité dehors ». Un livre qui commence par cette phrase « Je m'appelle Elina Dumont, je suis un enfant de l'abandon ». Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que vraiment à tous les niveaux dès la naissance, ça partait vraiment mal, quoi. Sur décision de justice, j'ai été placé à la protection de l'enfance parce que ma mère avait de graves problèmes psychiatriques. Et ensuite, mon père, lui, m'a abandonné aussi. Ensuite, j'ai été placé de famille d'accueil en famille d'accueil, qui, elles aussi, à leur façon, m'ont abandonné. À 15 ans, c'est l'éducation nationale, moi qui rêvais de faire des études, m'a aussi abandonné, alors que je rêvais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, je rêvais de faire des études. Et à 18 ans, l'institution tout entière, c'est-à-dire l'État, m'a abandonné. Et voilà, et la rue m'ouvrait bien grand ses bras, et ce pendant 15 ans. Voilà. Alors tu viens de faire un magnifique résumé et du livre et de tout ton parcours. On va reprendre quelques étapes si tu veux bien. Oui, bien Tu as 2 ans, tu sors de la pouponnière et tu arrives en Normandie dans une famille d'accueil, je te cite, au milieu des vaches, des prés et des forêts. Oui. Un trou paumé, dis-tu? Mais ça c'est magnifique. Un trou paumé où se cache la poésie. Oui. Dis-nous. Alors, en fait, quelque part, c'est vrai que dans ma malchance, de me retrouver dans ce trou paumé, parce que c'est vraiment un coin perdu en Normandie, en Basse-Normandie. Et en fait, et malheureusement, il m'est arrivé des choses. J'ai vécu beaucoup d'abus. On y viendra. D'accord, mais c'était pour expliquer le côté poésie. Et en fait, il y avait une chose qui me rendait heureuse tous les matins quand j'allais chercher du lait à la ferme, c'est que je m'arrêtais devant les vaches et je leur chantais des chansons. Et en fait, mes chansons, c'était quoi? Je leur racontais ma vie. Voilà, ma vie à l'école, les méchancetés qu'on me faisait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, m'a aidé malgré tout à me construire pendant mon enfance. C'est un des beaux moments que tu viens de nous dire là chez Yvonne et Robert. Tout à fait. Tu en as vécu quelques autres de beaux moments dans cette famille. Oui, bien sûr. Par exemple,
On vivait, c'était un lieu-dit, et on vivait au milieu d'une forêt, la forêt de Bélem. Et quand on est enfant, la forêt c'est magique, quoi. On se fait peur, enfin on s'invente des histoires. Oui, il y a eu. Comme on était plusieurs à être placés dans cette famille, c'est vrai quand même, on a vécu des moments joyeux, quoi. Et puis les moments de Noël, les fêtes au village. Oui, il y a eu quand même des moments Et il y relativement en a heureux. d'autres qui étaient beaucoup, beaucoup plus rudes et Oui, voilà, c'est ça. que nous allons devoir aborder. Mais Yvonne, donc cette personne de la famille d'accueil, tu l'appelles maman. Oui. Mais la maman qui t'a mise au monde et qui, elle, s'appelle Solange, Oui. elle te fait signe de temps en temps. Elle t'envoie des petites choses et même de drôles de choses parfois. Ouais, c'est vrai. Ou elle te prend pour une jeune fille quand tu es une toute petite fille et elle te reçoit de temps en temps au restaurant. Oui. En fait, c'est vrai que ma vraie maman s'appelait Solange et j'avais ma famille d'accueil, mais je l'appelais maman aussi. Mais je savais au plus profond de moi que ma vraie maman c'était Solange. Et moi, cette mère, je l'ai vraiment, mais vraiment aimée, quoi. Et moi, je savais qu'elle m'aimait parce que elle m'envoyait des cartes postales en me disant tout le temps j'espère, là c'est l'hiver, j'espère que t'es pas tombé malade. Elle m'envoyait, c'est vrai que elle m'envoyait des fois des colis un peu bizarres. Par exemple, quand j'avais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, elle m'avait envoyé des soutiens-gorge, enfin des sous-vêtements qui n'étaient pas faits pour une jeune fille, quoi, qui étaient faits pour des jeunes femmes, quoi. Et cette femme, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'était une femme qui était très gaie, qui était très belle, qui m'aimait très fort. Souvent, quand je la voyais chez ma grand-mère, on sautait sur le lit ensemble, toutes les deux. Et quand vous êtes une enfant et que votre maman saute sur le lit avec vous, ça, c'est des moments magiques que je n'oublierai jamais. Et pourtant, on me disait, ta mère est folle, ta mère n'a pas le droit de te reprendre, elle t'a abandonné malgré tout, on l'a pas forcée à signer les papiers. Enfin, j'ai entendu toutes les horreurs sur elle. Et pourtant, moi, je n'ai que des souvenirs positifs de cette maman qui m'a vraiment aimé. Alors peut-être elle m'aimait mal, mais moi, je sais qu'elle m'aimait avec son cœur. Et ton père dans cette aventure? Alors mon père, lui, je l'ai jamais connu. Et souvent on m'a demandé, mais tu t'es jamais demandé qui était ton père? Et en fait non, ça m'a jamais posé de problème. Et évidemment, on m'a dit, mais t'as pas envie de le rechercher? Mais vous savez, rechercher un spermatozoïde dans le monde, je vois pas comment je peux faire, quoi. Donc moi, vous savez, je suis une fille qui me suis toujours dit, allez, faut avancer, pas de temps à perdre. Parce que je connais plein de jeunes femmes qui ont en effet cherché qui était leur père. Elles ont perdu 12 ans, 15 ans, 20 ans. Et pendant ce temps-là, on n'avance pas dans la vie. Moi, mon but, c'était d'avancer, coûte que coûte. Alors, Elina, dans ce trou perdu où tu as vécu, tu l'as dit, de belles choses, hein, tu vas aussi connaître un drame, puisqu'un jeune garçon va abuser de toi alors que tu as 6 ans. Mais on ne parle pas de ces choses-là dans la famille de Robert et Yvonne, hein, c'est tabou. C'est tabou. Alors, je tiens à dire que il n'y a pas que ce jeune homme, enfin ce jeune homme, il avait presque 18 ans quand même. Vraiment, j'ai été abusé par tous les gens du village, mais celui-ci, lui, il était vraiment méchant, mais vraiment d'une méchanceté horrible. À 6 ans, je me souviens très bien, ils m'ont emmené dans une maison. Et c'est terrible, hein, vous inquiétez pas, j'ai de la distance maintenant. Et ses copains et ses petites copines qui avaient le même âge, ils étaient sous le lit. Et il m'a écarté les jambes et il m'a enfoncé un bout de bois dans le vagin. J'ai hurlé à la mort. Ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et les autres, à côté, ils abusaient de moi, mais je les trouvais gentils quand même. Voilà, c'est terrible. Mais lui, il avait tellement été
terrifiant. Et puis il me foutait des baffes, il me disait, je te préviens, si tu le dis, demain t'auras encore plus de baffes. Quand il m'accompagnait au bus pour que je prenne le car pour aller à l'école, et ben là, il était méchant, quoi. Et puis, il faut vous imaginer, il est 7h du matin, il fait noir, c'est une petite cabane, et lui, il faisait les pires horreurs, quoi. Mais vraiment, il était ignoble, cet homme, hein. Et donc, pour moi, les autres qui abusaient de moi me paraissaient vraiment très, très gentils. Et évidemment, dans cette famille d'accueil, on ne parlait pas de ces choses-là. Mais je tiens à dire quand même que j'ai appris, lorsque mon livre est sorti et que je suis allé avec des journalistes de la télévision française, que quand on lui a dit à 16 ans, Elina, elle a essayé de vous le dire quand même, et elle a fait genre bon, j'ai pas entendu. C'est ça, hein, tu aurais voulu que ta maman d'accueil t'entende quand tu lui parlais de ce qui t'arrivait. Voilà. Tu as essayé d'y revenir quand tu avais 6 ans, donc 10 ans plus tard, Voilà. Et elle fermait quand même les oreilles. Ouais, elle disait mot pour mot, c'est rien, c'est des trucs de gamin. Et quand je tiens à le dire ça quand même, quand je suis retourné la voir avec mon livre, parce que les journalistes voulaient vraiment la rencontrer. Même les journalistes, je vous assure, ils ont presque fait une crise de panique en sortant de l'interview. En fait, à un moment donné, le journaliste de Libération lui dit « Mais madame, parce que j'ai tendance à dire son vrai nom, mais madame un tel, quand elle vous l'a dit à 16 ans, mais pourquoi vous l'avez pas pris en compte ?» Et elle répond « Ben oui, mais mon gars, moi, si on m'avait pris Malina, j'aurais pas eu de retraite. » Et alors, le journaliste lui dit « Mais peut-être que vous, madame, ça vous est arrivé quand vous étiez beaucoup plus jeune, et c'est peut-être pour ça. » Et elle répond au journaliste « Oh, mais non, mon gars, vous savez, un jour, à la ferme, il y en a un qui a voulu me sauter dessus, ben j'ai pris la fourche, puis je peux vous assurer qu'il ne s'est pas approché. » Et le journaliste lui répond « Ben pourquoi vous n'avez pas pris la fourche pour Elina ? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon gars ? C'est quand même pas des gosses de notre sang. » Véridique. Tout est véridique. Et le journaliste, après, il était... Elina, heureusement, dans ce village, il y avait aussi de bonnes personnes. Hein. Oui. Et notamment, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est dans son livre, notamment le curé. Oui. Non, mais... Ben oui, il arrive... J'en suis enroué. Il arrive que le curé fasse partie des bonnes personnes. Ouais, c'est vrai. Non, Et mais... ce curé-là, tu lui as proposé de lui servir la messe. Ouais, c'est vrai. De manière très intéressée, hein, parce que tu voulais absolument apprendre à changer l'eau en vin. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que par rapport à toute l'actualité que l'on connaît par rapport au monde de l'Église, c'est vrai que chaque fois que je m'apprête à parler du curé, tout le monde se dit oh, non, j'espère et il lui a rien fait. C'est pour ça que j'ai commencé moi-même. Oui, je sais. Non, c'est vrai que dans ce village, bon, on dit le prêtre, mais je l'appelais le curé. Ça a été un homme extraordinaire. Vraiment, il était d'une gentillesse extraordinaire. Je pourrais même vous dire, vous savez, des fois, le soir, je rentrais tard parce que j'allais chez des copines. Des fois, il m'est arrivé parce que le samedi soir, il y avait un bal. Et ben, il mentait à ma famille d'accueil, pour vous dire, pour qu'un prêtre mente. Mais c'était pour la bonne cause. Parce que, voilà, j'étais chez des paysans, eux, ils préféraient que j'aille ramasser la paille, le foin, le maïs. Et alors, chaque fois, je lui disais, surtout, vous dites que j'étais avec vous, qu'on faisait une séance de catéchisme et tout, quoi. Et vraiment, non, vraiment, il a été extraordinaire. Et puis, un jour, c'était l'époque où, à la télévision, il disait, maintenant, il manque des enfants de chœur. Et moi, j'ai dit, mais moi, je pourrais devenir enfant de chœur. Et j'ai été voir le prêtre et j'ai dit mais j'ai le droit moi en tant que fille, et il m'a dit oui. Alors là j'étais la plus heureuse du monde parce que pour moi tous les dimanches c'était ma sortie créative, c'est-à-dire que je chantais,
Bon, je vous cache pas que j'ai fait des trucs, c'est pas méchant, mais j'étais une gosse, quoi. On mangeait les hosties avant même qu'ils étaient servis. Et il m'est arrivé une histoire avec le prêtre, ça c'était drôle. Parce que moi, voilà, un jour... parce que lui, il me faisait tellement confiance qu'il me disait, bon, tu vas préparer le calice, vous savez, pour mettre le vin dans le calice. Et un jour, bah, je sais pas, moi j'ai vu une bouteille de vin, je l'ai mis. Et alors, au moment de boire le vin, il est comme... Et il me dit, viens voir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu m'as mis? Et en fait, ça devait être un vieux vin pourri. Et il était obligé d'aller en rechercher du bon. Et moi, dans ma petite tête de gamine, j'ai dit, ah non, mais quand même, il le boit, hein. Ça, c'est véridique. Ouais, puis ce prêtre, je l'ai adoré parce que moi, ce qui me plaisait après la messe, parce que moi, la famille d'accueil où j'étais, ils disaient toujours les curetons, alors là. Mais bon, c'est pour ça que pour moi, d'aller à cette messe, c'était incroyable, quoi. Mais après la messe, j'allais faire du baby-foot avec les garçons du village. Et le curé ne disait rien. Voilà. Un bon curé. Ouais. Vraiment extraordinaire. Alors, Elina, on va redevenir un peu plus grave, hein, mais il y a plein de choses joyeuses dans ton livre, hein, Oui. et à côté de gravité. Hein. Tu as 10 ans et à la maison, maman Yvonne te lit un télégramme qu'elle vient de recevoir. Ta maman Oui. est décédée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là? Alors, c'est terrible parce que donc je rentre de l'école et sur le télégramme, il y a bien écrit la mère est décédée. Mais Madame Untel, elle, voilà, c'est pas grave, quoi. Elle me dit, bah, ta mère, elle est morte. Et je savais pas comment réagir parce que, vous savez, face à une famille d'accueil aussi, voilà, c'est du cru, quoi. Ben, vous sentez que de toute façon, c'est pas la peine de pleurer, quoi. Il y a un truc comme ça. Et en fait, ce qui m'a quand même sauvé, où j'ai pu sortir des larmes, un jour j'étais à l'école, et puis en plus il y avait des gens du village, enfin, parce qu'il y en avait certains, ceux qui abusaient de moi en particulier, ils disaient, bah alors, il paraît que ta mère elle est morte, bah, de toute façon tu seras folle comme elle, enfin vous imaginez, enfin bref. Mais un jour, quand même j'ai pu pleurer, je m'en rappellerai toujours, j'étais en sport, et parce que c'était quand même en moi, ça. Je me disais, ma mère est morte, je ne pouvais pas m'exprimer. C'est un peu comme le sexe, quoi. Que dans cette famille, voilà, c'est pas grave, elle est morte, on va pas en faire tout un pataquès, quoi. Et je suis en sport, je dois monter à la corde, et tout à coup, j'éclate en sanglots. Et ma prof de sport, je m'en rappelle encore, elle s'appelait Madame Sauvager, et elle me dit, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu pleures comme ça? Et là, je lui dis, eh ben ma mère, elle est morte. Et là, je pleure. Et cette prof de sport, elle m'a vraiment consolé. Et en fait, personne ne savait que ma vraie mère était décédée. Et cette prof de sport, elle m'a permis de pleurer, quoi. Alors que cette famille d'accueil ne me le permettait pas, quoi. Alors, tu m'as dit que tu ne t'étais jamais rendu sur la tombe C'est vrai. de ta maman. C'est vrai qu'à l'époque, bon, c'est vrai que j'avais 10 ans et demi, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas aller à l'enterrement de ma mère. Mais je l'ai compris bien plus tard. Et d'ailleurs, tout le monde disait, enfin, les psys que j'ai pu rencontrer dans ma vie adulte me disaient, mais c'est pas normal, vous auriez dû aller sur la tombe de votre mère pour faire votre deuil. Et en fait, bien plus tard, j'ai fait des recherches, une fois que mon livre est sorti. En fait, j'ai appris qu'elle était décédée à Berck-Plage. Donc, il y a un cimetière à Berck-Plage. J'appelle, et à la mairie, ils me disent, on est désolé, mademoiselle, mais il n'y a pas de Solange Dumont. Mais je vous dis que c'est pas possible, je le sais de source sûre. Et la dame me dit, bah écoutez, appelez le monsieur du cimetière, lui, ça fait plus de 60 ans qu'il est dans ce cimetière, lui, il sera sûrement. Je l'appelle et lui me fait le même coup. Il me dit, j'ai écouté monsieur, c'est hyper important, ce n'est pas possible. Et lui, tout à coup, sans doute dans sa tête, il se dit, attendez, j'ai une idée. Et là, il revient et il me dit,
ben, madame, en fait, et là j'ai compris pourquoi l'aide sociale à l'enfance, enfin la protection de l'enfance, n'avait pas voulu que j'aille, mais ils auraient pu me l'expliquer, quoi, j'aurais peut-être compris, j'en sais rien, mais... Et en fait, ma mère, elle a été enterrée avec 5 corps en fosse commune. Et donc, bah, il n'y avait pas de tombe, quoi. Et j'ai dit au monsieur même, mais ça fait rien, je peux venir. Il m'a dit, ben non, parce que les corps, au bout de 5 ans, on les brûle. Et j'ai dit, ben qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, il me dit, maintenant, c'est une grande pelouse, quoi. Donc, en fait, il m'a dit, ça sert à rien de venir. Et voilà, donc, je l'ai appris très tardivement. Alors, te voilà au lycée. Oui. Tu avais 10 ans et demi quand ta maman est morte. Ouais. Te voilà au lycée, ça ne se passe pas tellement bien alors que tu désirais tellement apprendre, tu te réjouissais vraiment, mais tu te sens, je te cite, en décalage complet avec les filles de la bonne société. Bah, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire une première seconde, et ma première seconde, bon, c'est vrai que moi, à l'école, c'était pas facile pour moi, je travaillais durement, quoi. Pour vous dire, une fois, le prof, il m'a dit, Dumont, ça t'arrive de regarder le dictionnaire de temps en temps? Mais je pouvais pas le dire. Mais dans ma famille d'accueil, la seule lecture qu'il y avait, c'était le calendrier de la Poste, quoi. Donc, j'ai dû redoubler cette seconde, mais sauf que, vous savez, à l'époque, je sais pas si ça existe encore, mais une fois par an, on a une visite médicale. Et ma famille d'accueil, au lieu de donner que le carnet de santé bleu, elle a donné carrément le carnet qui racontait toute ma vie. Et à un moment donné, l'infirmière, elle tourne les pages, alors que ça la regardait pas du tout, et elle dit « Ah, ta mère, elle est morte en psychiatrie ?» Mais moi, je savais pas ce que ça voulait dire, le mot psychiatrie. Donc, en seconde, je devais avoir... j'avais 14 ans et demi. Et je regarde dans le dictionnaire le soir, et je vois ce que veut dire le mot psychiatrie. Eh ben, dans le mille, à la fin de l'année, les professeurs avaient décidé que j'avais de graves problèmes psychomoteurs et que je n'étais pas apte à suivre des études. Donc moi, je les supplie, je dis, je vous en prie, je veux suivre des études, vous pouvez me faire redoubler, ça m'est égal. Bon, impossible. Et l'aide sociale à l'enfance, ils me disent, bon, écoute, on va te trouver un lycée privé. Sauf qu'avec le bulletin, quand à la fin du bulletin, il y a écrit Elina a de graves problèmes psychomoteurs, inapte à suivre des études, eh ben pour trouver un lycée, même privé, c'est la galère. Et je vous mens pas, à l'entrée d'après, donc on était en septembre, on cherchait toujours un lycée. On arrive au Mans, et au Mans, enfin, il y a le lycée Notre-Dame, qui coûtait très cher. Et eux, ils se sont dit, bon, après tout, c'est de l'argent. Et là, je me suis retrouvé à faire de l'italien. J'ai adoré travailler l'italien. Et je me suis retrouvé dans une classe, un peu au pif, parce que le gars, il me dit, mais attends, le directeur, il me dit, mais attendez, il faut que je vous trouve une place maintenant. Puis tout à coup, il me dit, ça vous dirait de parler italien? J'ai dit, ah ouais, j'adore l'espagnol. Il me dit, bon, on va vous mettre dans la classe de l'italien. Là, mais je vous jure que c'est vrai. Et là, j'étais faut vous imaginer, mais j'étais vraiment chez des gens, des jeunes femmes issues de la bonne bourgeoisie française, quoi. Et je m'en rappellerai toujours d'une fille, parce que ça se voyait, la façon dont je parlais. J'avais Magouaille. Par exemple, moi, je disais le Père Alléluia. Père Alléluia, ça veut dire qu'on fêtait Pâques dans ma famille d'accueil. Mais alors, elle se disait, mais c'est quoi ce Père Alléluia? Elle parlait pas comme ça, elle. Et comment dire, je me rappellerai toujours d'une fille qui voyait, puis j'étais pas habillé comme elle. Elle, quand on venait les chercher à la sortie de l'école, vous auriez vu les bagnoles qui venaient les chercher. Moi, je me disais, waouh! Et un jour, il y a une fille qui m'a dit, mais toi, tes parents, ils sont de droite. Et moi, j'étais... elle me dit, bah oui, parce que sinon, tu serais pas là, Mais voyez, j'étais face à... Et c'est vrai que ça a été un choc culturel. Mais alors, on te met à la porte? Et ouais, et à nouveau, on me met à la porte parce que, si vous voulez, il y a un truc qui m'a vraiment fait beaucoup de mal. Un jour, il y avait un voyage en Russie. Et en fait, la protection de l'enfance m'a expliqué que malheureusement, ils ne pouvaient pas me payer le voyage.
car le voyage coûtait trop cher. Et moi, du coup, je me suis senti exclu. Déjà, je me suis toujours senti exclu. Parce que dans ma famille d'accueil, il faut savoir que quand ces enfants venaient manger à la maison, nous, moi, avec les autres enfants placés, nous, on mangeait à part dans une chambre, ce qu'on peut appeler une chambre. Et donc, là, je me disais, ouais, tout le monde va en Russie. Et moi, un coup, j'étais dans une classe, un coup, j'étais dans une autre classe. Et même au début, pour les livres, j'étais obligé de faire des photocopies sur les autres élèves pour pouvoir travailler. Donc pour moi, c'était la honte, parce que les autres, ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais pourquoi tu as toujours besoin... Mais j'ai dit, non, mais parce je n'ai pas eu le temps de les acheter. Enfin, je mentais tout le temps, évidemment. J'allais pas dire la protection de l'enfance, elle n'a pas encore acheté les livres. Enfin, vous voyez, et je me sentais pas à ma place, quoi. Ils m'emmenaient, des fois, les filles, le soir, elles disaient, ah, tu viens avec nous. Alors, elles m'emmenaient dans des endroits, mais vraiment très classieux, alors que moi, tout ce que je connaissais, c'était les bars populaires, quoi. C'est-à-dire, enfin, voilà, là, ils m'emmenaient dans des trucs très classes. Et moi, j'avais même pas d'argent pour payer le verre à 10 francs, quoi. Donc... Et tu as eu cette expression au moment où on te fout dehors, c'est la différence qu'on met à la porte. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense que quand même... je pense quand même que des professeurs... Bon, les élèves encore, je veux bien les pardonner, parce qu'ils étaient aussi jeunes que moi. Mais quand on est proviseur, qu'on est prof, qu'on est directeur d'un collège, d'un lycée qui a une telle, Réputation. Réputation, je veux dire, et en plus catholique, parce que quand même j'allais à la messe, j'étais obligé de faire ce qu'il fallait faire avec eux. Je veux dire, quand même, on n'est pas aussi dur avec des gens comme moi, quoi. En principe, on se dit, mais cette gamine, elle est pas bête pourtant, mais il y a un truc qui cloche. Je sais pas, on se pose des questions quand même. Et à la fin, c'est vrai que sur le dernier trimestre, j'allais quasiment jamais à l'école. De temps en temps, la directrice, elle appelait le foyer où j'étais, un foyer de jeunes travailleurs. Et puis le directeur, il me disait, t'es pas à l'école aujourd'hui? Je dis, non, j'ai pas envie. Et puis de temps en temps, je retournais à l'école. Et puis, mais personne me disait rien, quoi. Je vous jure, personne s'inquiétait de savoir pourquoi j'étais pas venu. Ça paraît fou quand même. Hein. Alors Elina, il faut bien qu'on avance. Oui, excuse-moi. Non, tu ne dois pas t'excuser. C'est passionnant, mais il faut bien qu'on avance. Ouais. Dis, à quel moment est-ce que tu t'es retrouvé dans la rue? J'imagine que ça ne s'est pas fait comme ça. Non. En une fois, du jour au lendemain. Alors, de l'âge de 16 ans à 18 ans, là, j'ai beaucoup fugué. Je faisais Le Mans-Paris. Et là, les fugues, bien sûr, qu'on côtoie un peu la rue, mais c'est différent parce que, comme j'étais mineur, premièrement, les gens... il y avait déjà, ma grand-mère était vivante encore à Paris, donc des fois j'allais chez elle. Et puis les gens, ils me trouvaient sympa, ils m'invitaient chez eux. Alors que maintenant que j'y pense, c'est interdit. On n'invite pas une mineure comme ça chez soi, quoi. Bon, bref. Mais en tout cas, à 18 ans, là, c'est le saut dans la rue. Et pourquoi? C'est tout bête. C'est la loi. Vous avez 18 ans, vous êtes majeur. Voilà. Vous vous débrouillez. Et là, vraiment, je me suis retrouvé à la rue. Et j'ai fait 1 an de rue sèche de 18 ans à 19 ans. Et je peux vous assurer que je ne savais rien. Je ne savais pas que le Secours populaire existait. Je ne savais pas que la Croix-Rouge existait. Je ne savais pas que l'Armée du Salut. Je ne savais rien. Et moi, comme j'allais à Paris de temps en temps pour rendre visite à ma mère, ma vraie mère, moi, Paris, c'était quoi? C'était la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Voilà, c'était tout ce qui brillait. Sauf que j'ai rencontré tout le contraire, quoi. Alors, tu as écrit dans ton livre, La rue, c'est chaque jour un jour à survivre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Alors, la première journée, je me disais, demain, ça ira mieux. La 3e journée, je me disais, ça ira mieux. Mais après, j'ai vu que les journées, les unes après les autres passaient, les heures passaient. Et là, j'ai commencé quand même à flipper grave parce que, et évidemment, où je flippais le plus, c'était la nuit, quoi. Parce que la nuit, c'est horrible d'être une femme à la rue, quoi, de pas savoir où on va, de se dire, on va tomber sur un fou qui va me tuer. Parce que moi, dans mon histoire,
comme j'avais eu des abus sexuels quand j'étais jeune, en fait, qu'un homme me viole, c'était pas très très grave. Ce que je voulais surtout pas, c'était qu'il me tue. C'est terrible ce que je dis. Parce qu'en fait, le viol, c'est un crime. Mais bon, moi, je savais même pas que c'était un crime. On m'avait tellement construit comme ça. Et heureusement, j'ai rencontré quand même des potes, des hommes qui étaient plus âgés que moi, qui avaient 30, 40 ans, qui m'ont pris un peu sous leur coupe. D'ailleurs, dans mon livre, je parle de mes potes, qui sont décédés, père à leur âme, Noneuil, Zonzon, Darty, ceux qui ont vu mon spectacle à Bruxelles, connaissent les noms de mes potes. Et ils m'ont beaucoup aidé, vraiment, et puis j'étais qu'une gamine à leurs yeux, et ils me protégeaient à leur façon, même si on était capable de boire 2 litres de vin rouge, et qu'on était par terre après, mais ils me protégeaient quand même. Voilà, eux, ils m'ont jamais touché. Jamais. Alors, je propose que nous entrions quelques minutes dans la rue avec un chant formidable, mais très dur, et qui, à une certaine manière, revisite aussi ton itinéraire, Iseux, Corps. Sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Pas de place pour les faibles, pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Waouh, waouh, j'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Waouh, waouh, j'ai ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Des gens, j'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père, insolente je l'ai été. Dans les yeux de mon frère, ouais, d'éclats qui s'en est bouffé. Sur les joues de ma mère, des rivières se sont écoulées. J'ai ces bruits dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Wow, j'ouvre un peu les yeux, les couleurs des photos me reviennent. Wow, wow, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne,
la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Quoi qu'il advienne, Quoi qu'il advienne, où est le chemin de ma maison? Tu nous l'as dit, Elina, dans la rue, il n'y a pas que des mauvaises rencontres. Il y a les potes sur qui on peut vraiment parfois compter, qui peuvent être très respectueux. Il y avait aussi Jérôme, Oui. le dentiste. Oui. Il t'a fait vraiment du bien, Oui, celui-là. hein. alors vraiment, c'est extraordinaire. En fait, quand j'étais dans la rue, je suis tombé dans le crack. Et bon, je m'en suis sorti. J'ai eu beaucoup de mal, mais je m'en suis sorti. Mais malheureusement, mes dents étaient en très mauvais état. Et il y en avait qui étaient tombées, enfin, il y en avait qui étaient toutes noires. Et j'ai rencontré ce dentiste via une fille qui voyait comment je souffrais. C'est quand vous arrêtez le crack qui est issu de la cocaïne, évidemment, il y a toutes les infections qui se réveillent. Et elle avait tellement de peine pour moi, elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas, je connais un dentiste. Et c'est vrai que il a été... Parce que moi, j'avais pas d'argent, et je peux vous assurer que, je le répète souvent, mais moi, j'ai qu'un patrimoine, et tout mon patrimoine est dans ma bouche. Et en fait, pendant 4 ans, il m'a soigné, je faisais des ménages, il me faisait confiance. Et là, à l'époque, parce que moi, il m'a fait des dents avec des dents blanches, quoi. Parce que ce qui coûtait le moins cher, c'était les dents ferraille. Et moi, j'ai dit, ah non, moi, je veux des dents blanches. Ah, du coup, ça coûtait beaucoup plus cher. Et il m'a dit, je te fais confiance. Enfin, il a vu, je sais pas, lui, pourtant, c'était qu'un dentiste, mais c'est un gars, il a vu que j'avais un bon fond. Et pendant 4 ans, voilà, il m'a accompagné pour ma dentition, pour lesquelles je suis très fier. Tu as aussi été accompagné par des assistantes sociales. Ouais, c'est vrai. Et si j'en parle, ça pourrait paraître assez quotidien, mais tu en fais dans ton livre une galerie. C'est un des passages les plus extraordinaires. Ouais, c'est vrai. le portrait de l'assistante sociale Ouais. vu par Elina. C'est-à-dire que quand on connaît le nombre d'associations, le nombre de travailleurs sociaux qui existent pour s'occuper des gens de la rue, on peut quand même se poser la question, pourquoi il y en a toujours autant, voire plus. Donc moi, je me suis dit, avec le recul, la distance, évidemment, et après, quand je me suis rappelé des travailleurs sociaux que j'avais, je ne suis pas étonné. Alors, il y a celle qui s'appelle la traditionnelle. Alors elle, faut qu'on coche dans les cases. Si vous rentrez pas dans les cases, on peut rien faire pour vous. Vous avez 25 ans, c'est trop tard. Vous n'avez pas d'enfant, tant pis. Après, il y a la débutante, mais qui sait pas trop comment. Parce que quand on est à la rue, quand même, on s'est fait une grosse carapace, quoi. Donc la débutante, elle est comme ça, elle trempe devant nous. Donc elle ose pas trop. Après, il y avait ah oui, là, j'ai été aussi. Ah, ça, c'est énorme, ça. Un jour, bon là, c'était pendant mes addictions, et on me dit, faut que tu ailles à l'association Aide, parce qu'ils aident les personnes à se désintoxiquer, quoi. Et je vous mens pas, on finit la réunion, qui était en cercle, et on sort, et le gars qui animait la réunion pour qu'on nous arrête, qu'on arrête de se droguer, il roule un truc, et je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et il nous dit, t'en veux un? Tu veux une taf? Alors là, et là, je l'ai appelée la conseillère médicale, sauf que dans mon spectacle, elle est complètement pétée, quoi. Donc, non, mais les travailleurs sociaux, moi, j'en ai rencontré de toutes les couleurs, et la seule que j'ai rencontrée, d'ailleurs, dont je parle dans mon livre, elle, c'est la sensible. Mais elle est tellement sensible qu'elle se fait bouffer par moi, par mes potes de la rue, parce qu'elle dit oui à tout, elle essaye de tout faire pour nous aider, et à un moment donné, malheureusement... il faut quand même mettre un cadre, quoi.
Alors la rue Elina, ce sont aussi les hôpitaux. Ah oui. Quelle affaire, les hôpitaux Ouais. de Paris, avec une grande admiration pour les pompiers Ouais, c'est vrai. et pour ceux que tu appelles les ramasseurs. Ouais, Tu c'est dois quand vrai. même nous expliquer ça. C'est vrai. C'est vrai que dans la rue, bon, on est obligé d'user de techniques, parce que, et ça même en 2025, je peux vous assurer, tous les sans-abri le font. Et un jour, bon, j'avais trop bu avec mes potes, puis il y a mes potes qui me disent, tiens, prends un cacheton, tu vas voir, tu vas délirer après. Sauf que moi, je suis tombé dans les pommes. Et après, ben, je vois des espèces des pompiers. Moi, je trouvais ça beau, ils étaient habillés en rouge et tout, enfin bref. Et ils m'emmènent à l'hôpital, et régulièrement, je me disais, mais ça y est, et c'est vrai que j'étais 8 jours à l'hôpital, peinard, enfin, ou 3-4 jours, j'étais soigné, blanchi, enfin bref. Et chaque fois, de temps en temps, quand la rue devenait trop pénible, je réutilisais cette technique, et à chaque fois, les pompiers venaient me chercher, et je me retrouvais à la rue. Et c'est vrai que dans la rue, les pompiers, on peut vraiment les remercier, parce que eux, ils sont vraiment aux côtés des sans-abri. Ça, vraiment, je veux dire, moi, j'ai connu plein de travailleuses sociales. Quand elles ont fini leur boulot, elles passent devant vous, elles n'en ont plus rien à faire. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça, attention. Alors que les pompiers, eux, ils sont toujours là pour vous ramasser. C'est pour ça que je les appelais les ramasseurs. Mais... Il y a une phrase qui m'a beaucoup touché dans ton livre, elle est toute ordinaire. Hein. Je brûle d'être quelqu'un avec une famille. Oui, c'est vrai qu'en fait, au bout du compte, toute ma vie, en fait, j'étais à la recherche tout simplement d'une famille, quoi. Et la première vraie famille que j'ai trouvée, eh ben, ça a été les gens de la rue. Voilà, ça a été vraiment ma vraie famille. Parce que chaque fois que j'étais dans une famille d'accueil, ben, ça y est, moi j'étais contente, j'avais une nouvelle famille. Et puis après, j'étais de famille en famille, de foyer en foyer. Donc en foyer, j'avais des jeunes de mon âge. Mais ma vraiment première famille, ça a été les sans-abri, enfin les gens de la rue, quoi. Alors une deuxième famille que tu t'es constituée, c'est la famille du théâtre. Ah oui. Voilà, là, la vocation Ça, c'est artistique. venu Tu as par- toujours voulu faire du théâtre, et c'est peut-être finalement ce qui t'a aidé à te relever. Alors, en fait, c'est vrai que j'ai toujours aimé le théâtre. Quand j'étais enfant, au village, il y avait toujours une troupe de théâtre qui passait une fois par an. Et moi, je voulais absolument y aller, mais je ne savais pas pourquoi j'étais attiré. Mais j'étais attiré. Mais ma famille, voilà, eux, ils avaient la culture de la terre, la culture par les livres, ça les intéressait pas. Et en 1997, il y a un réinséreur, que je l'appelle un réinséreur aussi celui-là, il veut monter un projet avec des sans-abri, les bas-fonds de Maxime Gorky, qui raconte la misère en Russie au 19e siècle. Et voilà comment j'ai commencé à faire du théâtre sur scène. D'accord. Et après, quand la pièce de théâtre a été terminée, bon, vous imaginez bien que pendant un mois, on a été médiatisé, tout le monde a dit bravo, malin, mais à la fin du projet, tout le monde était à nouveau à la rue. Et là, la colère m'a pris, je me rappellerai toujours, janvier 1999, j'ai dit, moi, je vais écrire mon spectacle, je mettrai le temps qu'il faut, et je raconterai le monde du sans-abrisme, mais de l'intérieur. Et j'ai tenu parole, 10 ans plus tard, mon spectacle... Formidable spectacle. J'espère qu'on va pouvoir le revoir en Oui, Belgique. je rejouerai à Bruxelles. Mais le théâtre, pour toi, mais tu Ouais, viens de le maintenant. dire, hein, c'est vraiment le théâtre Ouais. vivant, c'est un théâtre action. Ouais. Tu veux absolument, par le théâtre, faire changer le regard sur l'extérieur. Ça, c'est vrai, parce que, en fait, c'est vrai que, bon, voilà, j'aurais pu choisir de faire rire, mais j'étais tellement en colère, déjà, que les travailleurs sociaux ne comprenaient rien de ce que ça voulait dire être dans la rue. On vous propose un rendez-vous, mais vous avez oublié, parce que la nuit, vous êtes réveillé, mais le jour, vous dormez, enfin bref. Et je voulais tellement que les travailleurs sociaux, que nos parlementaires comprennent, même vous, que vous compreniez. J'ai dit, il faut que j'en fasse un spectacle. Mais je voulais pas que ce soit pathos. Je voulais pas que les gens sortent en se disant, oh, la pauvre petite, oh là là. Et donc, je me suis payé des cours de clown, des cours de théâtre, des cours de mime à l'école Marceau. Enfin bref,
je voulais devenir une professionnelle parce que j'attendais, je savais ce que les gens allaient dire. Oh, elle est mignonne, la petite Elina, elle nous a montré son petit spectacle. Et je peux vous assurer que le jour où je l'ai joué, les journalistes qui nous avaient médiatisés en 1998, je les ai rappelés, et là, ils ont été sur le cul. Ils m'ont dit, mais attends, c'est un vrai spectacle. Oui, c'est un vrai spectacle. Et après, j'ai eu une très bonne presse française. Et après, bon, bah voilà, je suis arrivé j'ai même joué en Belgique. Voilà. Tout arrive, c'est le paradis, ça, non? Et attends, juste une chose. Et vous voyez, au début, je vous cache pas que j'avais peur. Je me disais, en même temps, qui ça va intéresser? Est-ce que ça va vraiment changer le regard? Et là où j'ai compris que j'avais gagné, c'est les gens. Parce que moi, après, j'ai toujours aux gens, bah, si vous voulez me parler, soit on se voit au bar d'en face, ou il y a l'entrée du théâtre. Et il y a des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Elina, plus jamais je regarderai un sans-abri de la même façon. Et là, j'ai dit, c'est bon. Ah, là, j'ai gagné, là. Et des gens qui ont gagné aussi de t'avoir comme marraine, ce sont les gens de Douche Flux à Bruxelles. Explique-nous un peu. Alors, bon, déjà, les Belges m'ont découvert via un portrait dans Libération en France. Et donc, ces personnes m'ont rencontré à Paris. Et bon, bah, ils ont tout fait pour m'emmener en Belgique. Et là, j'ai rencontré... alors, j'ai rencontré beaucoup de monde. Avant, j'ai rencontré Monsieur Simonet. J'ai rencontré Christelle. Alors, je vais pas vous dire son nom parce que je vais l'écorcher. Et vous allez tous vous moquer de moi, les Belges, parce que je parle très mal le néerlandais ou je sais pas quoi. Et après, j'ai rencontré Laurent Durcel. J'espère que je prononce bien son nom. Tout à fait. Et qui m'a proposé d'être marraine de Douche Flux, et dont le parrain est Philippe Guéluc, que vous devez tous connaître en Belgique. Et moi, j'ai même connu les travaux. Après, on a inauguré. Là, hier matin, je suis allé voir, parce qu'il y a le syndicat des immenses. Et ça, c'est très important, parce que c'est créé que par des personnes qui ont connu la rue ou qui la connaissent toujours et qui sont là, qui veulent changer les choses. Alors, vous imaginez bien que moi, je les soutiens à 100%. Donc, hier, je les ai rencontrés. Pendant toute la matinée, on a travaillé ensemble. Et voilà, et je suis ravi d'en être la marraine, parce que au-delà que ce soit un bain-douche, c'est-à-dire un lieu pour laver ses affaires, se doucher, se soigner, trouver du travail, eh ben, il y a aussi ce syndicat des immenses qui est là à Bruxelles pour régulièrement se faire entendre devant le Parlement européen. Voilà. Elina, une dernière question. Tu écris dans ton livre « Il me faudra un jour songer à être heureuse ». Est-ce que tu vois ce jour arriver? En fait, bon, ce livre, quand même, a quelques années, hein, je l'ai sorti en... Si vous voulez, quand j'ai écrit ce livre, j'avais 44 ans et je venais tout juste d'avoir mon premier chez moi, à 44 ans. Donc, je savais pas ce qu'était qu'un chez moi, je paniquais, enfin bon, en fait, tout le monde aurait été heureux, mais je peux vous assurer que s'approprier un chez soi quand on n'en a jamais eu, c'est... Mais aujourd'hui, je peux vous dire que je suis heureuse. Et peut-être qu'on en parlera plus tard lors de cette soirée, mais quand les gens me demandent « Mais comment tu fais pour être heureuse tous les jours ?» Et moi, je vois les gens, mais les gens, ils se rendent pas compte, quoi. Ils ont pas compris ce que ça voulait dire le mot V-I-E. Et je crois que non, franchement, je crois que, je vous jure que il y a rien de plus beau que la vie, quoi. Et moi, les gens, quand ils se plaignent pour des trucs, et moi, je rigole, et puis souvent, ils m'engueulent, ils me disent « Ouais, mais toi, de toute façon, tu te fous de tout. » Non, c'est faux. Au contraire, moi, je suis quelqu'un de très responsable, et j'ai beaucoup d'empathie pour les gens, mais pas pour quelqu'un qui ne peut pas s'acheter le dernier manteau à la mode, quoi. Franchement, ça, j'en ai rien à faire, hein.
Mais il faut savoir qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Elina. Merci à toi. Nous écoutons maintenant la chanson d'Arcadian, Ton combat, mais c'est aussi le tien. Tout à fait. Allez, je laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse, quand la vie ne te sourit plus, les passants que tu vois sont vivants pendant que toi, tu leur cries que tu n'en peux plus. Plus rien ne compense ton éternelle absence quand tu ne vois plus que des murs. Plus de soleil, d'orage, de fou rire ni de rage, quand tu ne vois plus le futur. Il suffirait qu'une main touche la tienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Avant le premier signe, avant que tu t'abîmes, avant que tu ne perdes pied, on mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur, n'importe ce que ça doit coûter. Je t'emmènerai dans les coins, tout ça chante, tout ça résonne et personne ne juge personne. On te reconstruira une vie. Pas à pas, tu guériras. Il suffirait que ta main touche la mienne, que ton regard vers demain le comprenne. Allez, je ne laisserai pas te traverser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas te traverser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends. Ça prendra le temps que ça prendra. Et ton combat, tu m'entends. C'est mon combat. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps. Allez, je ne lâcherai pas, tu m'entends.